Merci à vous. Je vais laisser Mélanie Courtina et Jonathan Corinne se présenter et vous présenter leur travail. Bonjour à tous, enchantée. Du coup, Mélanie Courtina, je vais introduire la conférence pendant une vingtaine de minutes et ensuite laisser la parole à Jonathan, mon ami de longue date et collaborateur. Me concernant, je crois que je me définis comme artiste immersive. Je suis née et basée à Paris, même si je collabore régulièrement avec la Suisse, du côté de la Suisse. Et aujourd'hui, je vais pouvoir vous introduire un petit peu rapidement ma pratique et les thématiques qui m'ont un petit peu habitée, jusqu'à produire ma dernière pièce qui est exposée actuellement ici, à Octobre Numérique, et qu'on ira voir tous ensemble, il me semble, à 18h, juste après. Je t'en prie. Ouais, bonjour. Du coup, moi, après ça, juste après que Mélanie ait pris la parole, je vais vous présenter un jeu sur lequel je travaille depuis 5 ans avec le groupe de musique Agar Agar, où en fait on s'est rencontrés aux Beaux-Arts de Cergy. Et c'est là qu'est née une collaboration. À la base, ça devait être un tout petit projet, une toute petite application de promotion. Et c'est devenu un gros projet artistique au fil du temps. Donc voilà. Ouais, leurs 2 œuvres sont exposées donc, dans l'église Sainte-Anne à l'ouverture tout à l'heure. Alors, on va commencer par une œuvre qui date, il me semble, de 2017 et qui est un bon début aussi pour cette présentation parce qu'il se trouve que j'ai rencontré Fabien et donc Fabula dans ce contexte-là. Il s'agissait en fait d'une œuvre d'un projet de diplôme à l'ECAL en Suisse, l'école cantonale d'art de Lausanne, où j'avais pu réaliser un jardin interactif génératif, où j'avais la volonté à l'époque, avant les technologies du Leapmotion, de matérialiser les mains du spectateur dans l'espace virtuel. Donc j'avais bricolé ces sortes de Vive bracelets pour essayer vraiment de rajouter un côté un peu sensoriel, presque sensuel à l'expérience, dans lequel l'utilisateur venait parcourir ce jardin suspendu qui fonctionnait sous le principe de plus on lui donne de l'attention et plus le jardin va en retour fournir des variétés diverses de fleurs, va s'étendre, va être de plus en plus coloré. Et à l'inverse, c'était une expérience très punitive que j'avais réalisée sous le principe un petit peu du design critique, qui était un constat à l'époque que la réalité virtuelle chez le public, ça donnait des réactions qui, moi, me laissaient un petit peu songeuse, on va dire. Quand je présentais des projets précédents, dans le cadre de mes études ou ailleurs, je voyais que le public restait très statique. Et ce n'était pas une question de manque de compréhension, c'était vraiment une passivité qui, à l'époque de la fougue de ma jeunesse, de mes études, m'agaçait particulièrement. Et du coup, j'ai, en réaction à ça, créé cette expérience qui est punitive pour le public qui décide de ne pas interagir et de rester statique. Si on ne fait rien, on n'aura rien. La réalité virtuelle, c'était, dans le cadre de ce projet, 15 mètres carrés qu'on pouvait parcourir, qu'on pouvait vraiment venir toucher pour avoir une expérience comme ça, sensuelle, générative. Si les personnes décidaient à l'inverse de ne pas venir à la rencontre de mon jardin, alors le jardin fanait, menant à la fin de l'expérience. Et c'est là en fait qu'on s'est rencontrés dans le cadre d'abord des rencontres du 7e art de Lausanne. Oui, mais je pense que pour les Arlésiens ici, ce qui est intéressant, c'est de reparler du fait qu'on l'a exposé, surtout ici à Arles, pendant tout un été en 2018. Oui. Et donc qu'il a été présenté dans le cadre du VR Arles Festival, pendant les rencontres d'Arles. Et effectivement, c'était la première fois, je crois, qu'on avait du Six DOF, qu'on avait du retour, pas du retour haptique, mais du tracking de main. Et à l'époque, c'était encore tout nouveau. Enfin, c'est pas ça qui nous a forcément intéressés, mais en tout cas, c'était assez novateur déjà à l'époque, ouais. Ça m'intéressait dans le cadre d'un petit peu faire de la recherche avec les nouvelles technologies, essayer à mon échelle de les pousser un peu pour voir quelles sont leurs limites et d'aller un petit peu expérimenter comme ça. Moi, je voudrais juste faire un tout petit commentaire sur ce projet. Parce que je trouve très intéressant, c'est le projet de diplôme donc, de Mélanie à l'ECAL, une école de design réputée à Lausanne. Et je me souviens, quand tu m'en parlais, tu me disais ce projet a été diversement reçu. Je ne suis pas sûr que mon jury l'ait bien compris. Je ne sais pas si tu as eu une bonne note ou pas, mais enfin, non, ça n'avait pas vraiment suivi. Voilà.
Et ce qui est très intéressant, c'est que quelques années plus tard, l'ECAL te considère comme une élève exemplaire. T'ont demandé de donner des cours de game design et on sent que ça s'est tout à fait renversé. Je trouve le parcours très intéressant parce que parfois il faut lutter pour imposer des projets dits technologiques et il faut être un peu patient aussi, j'imagine. C'est sûr que la note, je l'avais mauvaise, mais que ensuite, quand j'ai eu l'occasion de revenir à l'ECAL, cette fois-ci dans le rôle d'enseignant, c'est effectivement intéressant de voir que les rôles sont renversés et qu'aujourd'hui, l'ECAL va de plus en plus vers ces nouvelles technologies et vers même le mot jeu vidéo, qui ne les effraie plus vu que j'enseigne son histoire là-bas tous les ans. Et donc c'est là que ça a commencé, je crois. Rencontre du 7e art de Lausanne, vers le festival, et puis j'ai fini par l'exposer un petit peu plus partout en Europe, jusqu'à ce qui, moi, était un peu the achievement, c'était l'exposer au Tokyo Game Show, rêve de fans de jeux vidéo qui se respectent, évidemment, et qui m'a un petit peu aussi ramené à justement des thématiques de jeux vidéo que j'ai voulu un petit peu analyser, déconstruire, et les compter au sein d'autres projets. Je passe à un projet plus récent qui s'appelle Safe, qui a été réalisé pendant le confinement et que je vous présente aujourd'hui parce que c'est un projet qui tourne autour d'un phénomène qui m'intéresse particulièrement, d'un mécanisme de gameplay, en fait, le point de sauvegarde, que je trouve particulièrement intéressant. Tu veux expliquer juste ce que c'est, le point de sauvegarde, le checkpoint ? Ça marche. Alors, dans un jeu vidéo, c'est amusant, c'est une mécanique qu'on voit beaucoup moins aujourd'hui, où les points de sauvegarde ont tendance à être plus transparents, où les jeux sauvent la progression du joueur automatiquement sans forcément l'indiquer, ou peut-être en haut à gauche, il y aurait un tout petit texte « partie sauvée ». Mais dans le temps, dans mon enfance, j'ai 28 ans, donc il n'y a pas si longtemps, mais quand même, plus d'une dizaine d'années auparavant, il me semble que les points de sauvegarde étaient différents. C'était des espaces ou c'était des objets à proprement parler. Pour sauver, il fallait trouver un point de sauvegarde. Et donc, la progression du joueur, les épreuves qu'il dépassait, n'étaient pas enregistrées s'il y avait un game over entre-temps. Et le moment, en fait, où, en tant que joueur, on allait retrouver ce point de sauvegarde, que ce soit une sorte de cercle sur le sol ou de cristal magique à toucher, c'était un instant que moi j'appelle un petit peu comme des moments de grâce, une sorte d'encens suspendu qui évoquait en moi des sentiments très particuliers, très paradoxaux, entre la sécurité, c'est-à-dire ouf, j'ai enfin trouvé le point de sauvegarde, c'est bon, limite je peux mourir, jusqu'à défier la mort, quoi. Je peux mourir, c'est bon. Mais ça m'évoquait aussi un sentiment tout à fait inverse de danger, parce que les points de sauvegarde sont généralement situés juste avant un grand combat, juste avant un boss, dans un jeu vidéo, juste avant un péril. Et du coup, c'était cette espèce d'entre-deux, entre sécurité et danger, dont je parle avec cette œuvre-là, Safe, du coup, qui utilisait la réalité augmentée, et voire même une caméra volumétrique, aussi dans le but de faire un petit peu cette recherche sur des nouvelles technologies, qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce que ça peut raconter. Et ça, c'est un projet qui a plus de lien avec l'art contemporain, que j'ai pu exposer en galerie, en fondation, en musée, et qui m'a amenée du coup à travailler sur cette thématique-là, qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans la genèse du projet que je présente ici, All Unsafe Progress Will Be Lost, et qui utilise la réalité augmentée. Donc c'est un projet qui dure 10 minutes, que j'ai réalisé toute seule. Un ami à moi a généré la musique, mais en dehors de ça, c'était vraiment une production personnelle où j'ai pu réfléchir à mon rythme, aux thématiques qui m'étaient chères, et raconter une histoire que, malheureusement, si j'en parle trop, je vous spoil l'expérience. C'est comme ces films ou ces séries où vos potes vous disent « allez le voir absolument, à la fin il y a un twist », où tu t'y attends un petit peu, donc je ne peux pas trop en parler. Je peux parler des thématiques, que ça parle de paradis perdu, d'instants suspendus, de résistance et de danger. Mais je vous encourage à aller le voir par vous-même. Et puis, dans ma pratique, on peut avancer un petit peu. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais pour laisser la parole à Jonathan, non, pas trop longtemps non plus.
on peut avancer à une partie de mon travail qui va être de la production de jeux vidéo à proprement parler. J'utilise les moteurs de jeu Unity et bientôt Unreal. Et j'utilise les outils du jeu vidéo à la fois pour créer des expériences immersives, mais aussi de vrais jeux, entre guillemets. Et dans ce contexte et le contexte de cette conférence, je vais mettre un petit peu l'accent sur le lien entre jeux vidéo et musique, qui, dans le cadre de ce projet-là, prenait tout son sens. La genèse de ce projet, on était pendant le dernier confinement, et j'ai repris contact avec un ami, Yatoni, qui est la même personne qui a composé la musique pour le projet All I Say Progress Will Be Lost, d'ailleurs. Et cet ami-là m'a dit « Mélanie, je vais sortir un album de musique. Il y a 10 morceaux et ça s'appelle Ten Lands. » Et j'ai écouté le morceau, de la musique ambiante. Et il se trouve que j'ai un rapport avec Yatoni qui fait qu'on a vécu ensemble, on a été colocs, et on a passé une partie de notre enfance ensemble à regarder les mêmes films, à jouer aux mêmes jeux. Et on a tellement de références communes que on a décidé qu'on allait en faire un clip, mais plus qu'un clip, on allait en faire un jeu. C'est-à-dire que Ten Lands a été conçu autour d'un album, autour de 10 morceaux de musique, et pas l'inverse. Les visuels découlent du son. Et le son accompagne les visuels, mais en second plan. Finalement, on joue à Ten Lands et on écoute Ten Lands de la même manière qu'on pourrait écouter un vinyle, c'est-à-dire qu'il y a un ordre. Aujourd'hui, c'est peut-être moins commun avec l'écoute à volonté sur Spotify, SoundCloud. On peut, sur ces plateformes d'écoute, choisir le premier morceau, puis le numéro 7 a un nom intéressant, donc on va cliquer sur le 7, alors que le créateur a pensé à un ordre, le morceau 1, puis le 2, puis le 3, etc. Donc au sein de ce jeu, on a repris ce fonctionnement-là, où on ne peut pas skipper de l'un à l'autre, on doit forcément passer à travers un ordre, et visuellement, ça va raconter aussi une histoire. Si on arrivait au morceau 10 avant le premier, on ne comprendrait rien. Donc c'est un projet qui m'a pas mal intéressée aussi vis-à-vis de ce à quoi ça ressemble, où je me suis pas mal reconnectée à ce qui me passionnait en tant que référence très honnête, qui sont des références entre guillemets geek, c'est-à-dire Lovecraft, c'est-à-dire Skyrim, le chevalier, le château des vampires, etc. Même Blade Runner dans les couleurs en haut à droite, comme une sorte d'hommage à des monuments sacrés qui m'ont bercé, qui m'inspirent encore aujourd'hui. Et puis enfin, dans le contexte récent de ce que j'ai pu faire, j'ai réalisé un clip avec toujours un outil de jeu vidéo qui parle de jeux vidéo, et je l'ai réalisé avec Jonathan Corinne, on l'a co-réalisé ensemble pour le groupe Agar Agar. Et à l'intérieur de ce clip, on a voulu raconter l'histoire d'un personnage non joueur et lui prêter des émotions, lui raconter une histoire. Ce personnage coincé sur une île qui est en fait inspiré du travail que John fait depuis 5 ans. C'est-à-dire que, je ne vais pas parler à ta place, mais juste pour introduire un peu le clip. Donc John travaille depuis 5 ans sur un jeu qui s'appelle Player Non Player, et il a écrit toute une histoire autour des personnages, autour des liens les uns avec les autres. Et moi qui me suis un peu greffée au projet en tant que co-réalisatrice du clip, j'ai rajouté un personnage comme étant l'amoureux d'un de tes personnages à toi, pour raconter comme une sorte de bonus d'histoire parallèle à Player Non Player. Et même visuellement, Trouble raconte l'histoire d'un personnage qui est loin de l'île de Player Non Player, mais qu'on aperçoit à l'horizon, coincé dans cette espèce de purgatoire où il ne peut pas mourir parce qu'il n'est pas réel, il ne peut que respawner en boucle, et dans lequel il est condamné à ne jamais pouvoir retrouver son amoureux, qu'on rencontre en fait quand on joue au jeu de John, avec lequel on interagit, qui a une quête, une mission, et qui, si jamais on l'amène à un point spécial de la map, vous raconte qu'il pense à ce personnage-là. Donc on a vraiment essayé de créer comme une sorte d'univers multimédia, multiplateforme, jeux vidéo, clips, et plus encore à venir, que je ne vais pas spoiler à ta place. Et du coup, bah oui, je pense que c'est bon pour moi, je te laisse introduire le reste. Aussi, par rapport à Trouble, je pense que le point de départ de ça, c'était que dans le jeu, quand tu peux tuer les personnages, et quand tu tues un personnage, il se déclenche une cinématique
qui n'est pas interactive pour le coup, qui est vraiment une cinématique de mort des personnages où la caméra va les filmer au ralenti en train de mourir de façon esthétisante. Et du coup, c'était, je pense, le point de départ du clip où vraiment on a repris carrément le code du jeu pour le mettre dans le clip. Et ça fait exactement la même chose. Donc on a beaucoup plus travaillé évidemment le rendu pour ce clip que dans le jeu, où c'est en temps réel forcément, donc c'est pas les mêmes contraintes. Et voilà. Même techniquement, c'était intéressant de travailler avec Unity, moteur de jeux vidéo, pour réaliser quelque chose de pré-rendu, pour réaliser de la vidéo, parce que, simplement considération technique, mais ça nous évitait des temps de rendu infinis qui auraient pu exister avec des logiciels comme Blender ou des logiciels finalement de 3D un peu classiques. Donc c'était tout un nouveau pipeline qu'on expérimentait et qu'on va sans doute reprendre pour des projets futurs. Merci pour moi. Et c'est parti pour John. Ouais, alors par contre, juste... Oui, voilà. Donc, voilà, je vais du coup vous pitcher assez rapidement le jeu Player Non Player. Donc, Player Non Player, c'est un jeu solo à la première personne qui se déroule dans un open world. Open world qui se déroule autour d'une île avec une atmosphère mélancolique. Au niveau du gameplay, c'est un mélange entre un puzzle game et un dating simulator. Vous allez devoir en quelque sorte apprivoiser 4 personnages que vous allez rencontrer sur cette île. 4 personnages, donc 4 quêtes, dont la résolution de ces quêtes vous donne accès à un clip interactif avec la musique d'Agar Agar. Au-delà de ça, sur l'île, il y a plusieurs structures que vous allez pouvoir trouver qui sont plus de l'ordre de l'expérimental, qui mélangent gameplay très simple et musique expérimentale. Voilà. Je vais vous montrer un trailer. Je ne sais pas s'il y a du son. Player Non Player est un jeu sur le deuil, les rêves et l'intimité. La musique composée par Agar Agar réagit au gameplay et à l'environnement. Rencontrez 4 personnages énigmatiques bloqués sur une île et aidez-les à partir en paix. Vous pouvez les caresser. D'ailleurs, vous pouvez tout caresser dans Player Non Player. Et bien sûr, vous pouvez caresser le chien. Comprenez ce qu'ils aiment pour devenir leur ami. En confiance, ils vous demanderont de réaliser leurs rêves. Réalisez-les pour déclencher des clips interactifs. Jouez avec les structures sonores. Promenez-vous et laissez-vous bercer par les paysages musicaux de l'île. Le premier sucré suivi. Premier. Par contre, il faut que je le remette juste en... Ouais. Ouais, et du coup, je pense qu'on peut commencer une discussion autour des intentions du jeu. Déjà, je pense que le thème de fond du jeu, c'est venu très tard dans le développement, je m'en étais pas rendu compte tout de suite, mais en tant qu'artiste,
je suis traversé par un thème qui est le deuil et la mort, et ça m'a été un peu apporté par Fumito Ueda, qui est un designer et artiste de jeux vidéo que j'adore, et où ces jeux m'ont vraiment accompagné dans des moments très intimes dans ma vie. Et c'est quelque chose qui m'a un peu construit vraiment en tant qu'artiste, et oui, donc forcément ça se retrouve dans ce que je fais. Et voilà, quels sont les jeux de Fumito Ueda? les jeux de Fumito Ueda, il y a Ico, Shadow of the Colossus, The Last Guardian. Ou Shadow of the Colossus, pour le coup, c'est vraiment un jeu sur le deuil et plutôt le déni aussi de la mort. Et à chaque fois, en fait, dans son game design, il introduit des choses très sensibles. Dans Ico, la mécanique principale de gameplay, c'est de prendre la main de Yorda, qui est une sorte de figure féminine un peu maternelle, dépressive, et où nous, on incarne un petit garçon qui va devoir l'aider. Dans Shadow of the Colossus, il va s'agir plutôt de grimper d'énormes colosses pour les tuer, pour ressusciter sa bien-aimée. Mais tout ça d'une manière très douce. C'est-à-dire que les colosses sont poilus et on les caresse en fait en montant sur eux. Et son troisième jeu, il a fait une sorte de mix de ces deux principes où cette fois on va essayer de s'échapper d'une sorte de méga structure avec une créature énorme, où pareil il y a un lien très fort, tout le gameplay repose sur le lien en fait entre ces deux personnages, et c'est comme ça que dans Player Non Player, j'ai fait je pense que le projet il est né au Beaux-Arts, où j'avais fait une expérience avec une expérience interactive avec un Leap Motion, où on pouvait caresser un humain un peu comme un chien. Donc on met ça, le Leap Motion, c'est une sorte de capteur où quand tu mets ta main au-dessus, ça retranscrit ta main dans un espace virtuel. Donc là, ça permettait d'avoir vraiment une main et de caresser un avatar. Et ça marchait très bien en fait. Enfin, les retours étaient, les gens étaient assez émus, je pense, devant ce travail. Et du coup, je l'ai réutilisé pour Player Non Player comme mécanique principale de gameplay, où on peut comme ça tout caresser, et sans qu'il y ait de tabou. Typiquement, on peut, forcément dans l'intime, il y a de la sexualité, il y a du désir, ça parle de corps, et en fait toutes ces choses permettent de créer un lien affectif, émotionnel fort avec ces personnages. Le truc, c'est que dans le scénar du jeu, dans le déroulé du jeu, ces personnages sont un peu là comme des fantômes, où il va falloir trouver ce qui les empêche de partir, de reposer en paix. Et une fois qu'on a résolu ces quêtes, une fois qu'on a compris ce que ces personnages aiment et ce qu'ils veulent, en fait, on les accompagne mourir. Dans le scénar du jeu, c'est ça. Et du coup, c'est tout ça dans le but de créer une réaction émotionnelle forte, de repositionner aussi le joueur par rapport à sa propre mort, sa propre finitude à la fin du jeu. C'est peut-être un spoil, mais oui, c'est un spoil. Je ne vais pas le dire du coup. Je rappelle qu'on peut tous y jouer tout à l'heure, hein. Donc c'est un spoil très temporaire. C'est pas encore, j'ai pas encore développé les cinématiques interactives. C'est la prochaine étape du développement, et la fin du jeu est une cinématique interactive qui questionne, sans spoiler, qui questionne le joueur vis-à-vis de sa propre mort. Moi, je voudrais poser une petite question, et d'ailleurs, je crois qu'on peut passer à des questions, hein, si vous en avez, n'hésitez pas. On a décidé très tôt qu'on voulait que ça soit très conversationnel, cette session. Mais en tout cas, je voulais peut-être, Jonathan, si tu peux retracer un peu le processus de création. Quelles ont été les grandes étapes? Est-ce que tu as créé d'abord un scénario? Est-ce que tu as créé d'abord un monde? Qu'est-ce qui est arrivé en premier? En fait, ça s'est fait de façon très organique, ce projet. C'est-à-dire qu'à la base, comme je le disais tout à l'heure, c'était vraiment une commande. Ça devait durer qu'un mois. Et en fait, j'étais encore étudiant. J'expérimentais du coup avec le moteur Unity, avec la physique beaucoup. J'aime beaucoup la physique, ça permet de générer. C'est un game design beaucoup plus génératif, qui a beaucoup plus de liberté.
beaucoup moins écrit, du coup, qui laisse une place importante aux joueurs, un peu dans un style bac à sable. Et du coup, j'ai commencé à expérimenter avec les ragdolls. J'ai un autre projet à côté que je fais qui s'appelle Cadavre, où on contrôle on fait rouler au sol un cadavre, donc encore un jeu qui parle du deuil et de la mort. Et donc là-dessus, c'était plus autour, c'est rapidement avec Armand et Clara qui eux sont Armand surtout qui adore les jeux type The Stanley Parable, Portal. Donc on est plutôt parti sur un jeu qui s'inspirait de ça à la base, même si le jeu, je pense, aujourd'hui n'a rien à voir avec ces jeux. Peut-être plus The Stanley Parable, dans le côté méta qui peut y avoir. Il y a beaucoup de... Dans Player on Player, il y a beaucoup de... En fait, je prends des éléments codifiés jeux vidéo pour les détourner, pour poser des réflexions dessus ou pour les moquer. Voilà, je m'éloigne un peu de la question. Du coup, une fois qu'il y a eu ce point de départ d'inspiration commune qu'on a mis en commun plutôt avec Armand d'Agar Agar, j'ai commencé à développer le jeu et en fait on s'est un peu emballés tous les deux dans notre coin, sans aucun contrat. Ce qui a donné en fait pendant, je pense, 2 ans où j'étais encore étudiant, une création un peu très expérimentale autour de personnages physiques où il y avait beaucoup de violence, beaucoup de destruction. Je pense au début du projet, il n'y avait pas du tout la caresse. Et c'est à un moment donné où c'est à ce moment-là qu'en fait on est allé voir Cracky Records, donc le label d'Agar Agar, et Armand a dit bon ben voilà, maintenant c'est ce jeu-là, il faut que ce soit le prochain album. Ça a pris trop d'ampleur et c'est donc devenu le prochain album. C'était il y a 3-4 ans déjà. Voilà, à ce moment-là, on a décidé que ce serait le prochain album d'Agar Agar. Et donc, à ce moment-là, j'ai décidé de poser un peu plus une écriture, une direction. Et c'est là que j'ai commencé à implémenter la caresse dans le jeu. J'avais déjà les personnages, la caresse s'est ajoutée à ça. Et à partir de là, donc j'ai fait un prototype rapidement. Je me suis dit, bon, la caresse, j'ai déjà fait une expérience avec la caresse qui marche bien. Je sais que je veux parler de ça, je sais que je veux prendre cette direction. Et c'est à ce moment-là que j'ai passé énormément de temps sur le décor, où j'ai appris en même temps aussi à me servir d'Unity. Et voilà, vous avez un peu vu le résultat via le trailer. Mais ouais, je pense que j'ai passé bien 2-3 ans, 2 ans et demi, juste sur les graphismes. Donc apprendre à faire des shaders et des shaders qui sont les codes graphiques qui affichent le jeu. Et je voulais pas faire ça c'est plutôt ce que m'a appris les Beaux-Arts, ce que m'ont appris les Beaux-Arts, c'est d'essayer d'avoir une esthétique personnelle. Et je voulais pas quelque chose de stylisé. Il y a beaucoup de styles un peu que je dirais open source dans le jeu vidéo, où on va prendre une équipe. Je pense que c'est un gain de temps et d'argent en fait. Voilà, on va prendre le pixel art, on va prendre tout ce qui est stylisé. Là, il y a les graphismes Breath of the Wild qui sont assez à la mode. Et il y a à côté de ça, en parallèle, les graphismes très réalistes, très faciles, de plus en plus faciles à faire aujourd'hui, grâce à l'Unreal entre autres. Et moi, je voulais ni l'un ni l'autre. Enfin, j'avais un peu envie des deux. Et c'est comme ça que je me suis approprié j'ai d'abord appris à faire un rendu réaliste pour le déconstruire, pour donner quelque chose de plus pictural. Voilà. C'est très réussi, en tout cas, c'est vrai que c'est très personnel comme monde, même si on Merci. retrouve des traces d'Ico, c'est vrai, ou de certains de ces mondes-là. Et pour toi, Mélanie, alors qu'est-ce qui précède en termes visuels quand tu as collaboré avec... qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a des questions, parfait. Ouais, bah, ok, super. Quand tu travaillais par exemple avec Yatoni sur Tenlens, est-ce que tu travaillais par rapport à une musique existante? Est-ce que c'était une collaboration au moment de la création de la musique? Comment ça s'est fait cet accord? Alors l'album a été réalisé avant et c'est moi qui ai créé des visuels qui allaient avec la musique et pas l'inverse. Et en ce qui concerne les inspirations, c'est marrant, c'est presque à l'opposé de toi. Moi, j'avais envie de faire un jeu vidéo qui ressemble à un jeu vidéo. C'est-à-dire que je viens d'un milieu éducatif qui est plus de l'ordre de l'art, du design.
et dans lequel, en tout cas à l'époque de mes études, le jeu vidéo, c'était pas forcément considéré avec, je vais employer le mot noblesse, mais je suis pas sûre que ce soit le juste, avec le même sérieux, on va dire, qu'aujourd'hui, où de plus en plus il est enseigné dans des écoles prestigieuses d'art et de design. Mais je crois qu'à l'époque, j'avais envie de faire un jeu avec des références geeks, avec des références de jeux qui ressemblent à un jeu, très assumé et très généreux et très décomplexé, en fait, je crois. Des questions? Oui, j'avais une question pour Jonathan. Tu parlais tout à l'heure de la physique dans les jeux vidéo. Tu peux compléter un peu, ça m'intéresse. C'est-à-dire que Par rapport à la liberté des personnages. c'est-à-dire que tu peux, il y a ce qu'on appelle des ragdoll dans les moteurs physiques des moteurs de jeu, qui permettent de faire une sorte d'animation procédurale. C'est-à-dire que c'est pas une. Ouais, Pardon, c'est pas tant au niveau technique, sinon perception justement du joueur, ce qui m'intéressait. C'est-à-dire que c'est pas figé. Il y a beaucoup plus de contrôle donné aux joueurs sur un moteur physique, un contrôle quasi total en fait sur le corps de ces personnages, de ces avatars, alors que si c'est des animations qui sont préfaites, c'est beaucoup plus figé, c'est beaucoup plus mis en scène quelque part, alors que sur un moteur physique, voilà, la mise en scène elle vient du joueur, donc moi personnellement je trouve ça très intéressant. Peut-être que tu peux donner un exemple. Par exemple, Breath of the Wild, qui utilise aussi ce même principe. Je sais pas si Breath of the Wild a un peu. Je sais pas si c'est celui qui l'a. Je pense, en fait, les jeux physiques sont pas forcément très. Je sais pas. Moi, je pensais à l'exemple de Zelda Breath of the Wild, dans lequel il y a certaines énigmes, notamment une qui m'a pas mal marquée, dans laquelle il y a une sorte de labyrinthe, dans lequel il faut faire passer d'une boule d'un point A à un point B, pour pouvoir déclencher un bouton et donc passer. On peut faire le labyrinthe en bougeant sa manette comme un peu... ça me rappelle des jeux plus à l'ancienne. On peut franchir le labyrinthe avec la boule pour arriver au point B, mais on peut aussi retourner la manette, et comme c'est de la physique et que ce n'est pas des animations précalculées, on peut utiliser le labyrinthe comme une espèce de raquette pour un peu décider qu'on est un peu plus malin que le jeu vidéo et envoyer la boule de l'autre côté sans avoir à se taper tout le labyrinthe. Et ça donne aux joueurs une sensation de puissance, mais on se sent comme un malin. C'est très vrai. Ça s'appelle le game design émergent, je crois. C'est ça. Et oui, pareil, dans Breath of the Wild, j'avais pris un coffre. À un moment, j'avais mis des ballons dessus pour des ballons qui font voler le coffre. Et je me suis mis dessus. Ça m'a permis d'atteindre un coffre que j'aurais pas pu atteindre sinon. Et c'était très satisfaisant. La critique que j'aurais à faire, je pense, dans les jeux qui utilisent ce genre de choses, c'est que c'est très fun. Mais souvent, il n'y a pas tellement de discours dedans où... en fait, je pense, mon approche en tout cas dans Player on Player, c'est que peu importe ce que fait le joueur avec ce que je lui propose, donc qui est une liberté énorme, il y aura un discours derrière. J'ai pensé aux options, typiquement, dans le jeu, tu peux tuer les personnages. Si tu tues un personnage, tu peux faire des choses très violentes en fait. Si tu tues un personnage, que tu le prends par la tête, que tu le cognes sur un mur, qu'ensuite tu caresses les fesses de son cadavre, tu peux faire ça dans mon jeu, je le sais. Et en fait, c'est intégré dans l'histoire. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui sort, qui serait pas prévu. Un des points de départ aussi dans Player on Player, c'était GTA. Dans GTA, j'ai remarqué la plupart des gens, quand tu leur donnes la manette juste pour essayer GTA 10 minutes pour rigoler, peut-être que c'est moi qui fais ça, je sais pas. Mais juste tu prends la voiture souvent et tu vas écraser tout le monde. Moi j'adore faire ça personnellement, je trouve ça très très drôle. Et je pense que GTA en plus a un certain discours là-dessus, c'est-à-dire que tu incarnes il n'y a pas de dissonance ludonarrative là-dessus, c'est-à-dire que tu incarnes un malfaiteur. C'est l'origine de GTA, le tout premier GTA de 1996. C'est le seul gameplay qu'il y avait, c'était une top-down view et tu es dans une voiture qui écrase des passants. Donc, voilà. Si GTA sans ça n'est plus GTA.
Et donc, comme tu dis, tout est aussi scripté, c'est-à-dire que c'est prévu, il y a des réactions, certains personnages réagissent d'une manière ou d'une autre. C'est ça, et c'est assez bien pensé dans GTA justement. Et ça me fait penser à autre chose. C'est peut-être pas forcément sur de la physics engine, mais oui, dans Zelda Breath of the Wild, un truc qui m'a pas mal marqué, c'est que tu peux tuer absolument tous les animaux. Tu peux faire un génocide d'animaux horribles dans Hyrule, et c'est pas intégré du tout dans l'histoire. C'est pas là, pour le coup, il y a une vraie dissonance. Et voilà. Pour revenir peut-être un peu sur cette idée d'émergence, c'est un anglicisme, emergence. C'est une notion de game design où le concepteur ne peut pas décider de la finalité de son design. C'est-à-dire souvent on en parle de techniques de narration ou d'histoire, de façon de raconter des histoires où vous allez avoir des bouts d'histoire, mais vous ne pouvez pas écrire toutes les histoires possibles. Et là on parle de storytelling émergent, emergent storytelling. Et donc effectivement de plus en plus, c'est à la disposition de tous, de nous tous qui utilisons des physics engines ou des game engines, d'avoir des propriétés émergentes de notre design, sur lesquelles on va trouver des nouvelles manières de résoudre les puzzles ou de faire arriver des histoires ou de faire des choses limites avec des cadavres. Moi j'ai une question pas tout à fait sur le fait de faire des choses limites avec des cadavres, mais c'est pas très loin. En fait, dans les jeux vidéo, quand on les conçoit, j'ai l'impression que ça ne demande pas énormément de courage de proposer un jeu vidéo où on va tuer des gens. On se pose pas trop la question de ce que ça va... Enfin, on se pose pas toujours la question, enfin je pense que si, dans les grosses équipes, tout le monde se pose la question de ce que ça va faire l'utilisateur ou l'utilisatrice. Mais par contre, je trouve qu'il y a du courage dans l'idée de proposer un gameplay où en fait... pour avancer, on est obligé de caresser et d'avoir une intimité avec les personnages. Je pense que c'est très lié à la culture dating simulator aussi, et après, j'ai pas une culture exhaustive de ça, mais donc du coup, c'est vrai qu'on est amené à travailler une certaine sensibilité. Mais du coup, comment est-ce que toi, dans ton processus créatif et dans l'avancement de ton gameplay, tu as vécu ça, et comment est-ce que tu as pris le courage, en gros, d'une certaine manière, même si tu avais déjà fait quelques expériences, de te dire, ok, je vais faire un jeu, je me lance, ça va être long, et le core gameplay sera de caresser des gens, quoi. En fait, sur ce point il y a vraiment une balance entre violence. Mon jeu peut être très violent et très doux, et très problématique aussi sur certains points au niveau du consentement, par exemple, parce qu'on parle de caresses, on peut leur toucher les parties intimes. Et forcément, ça m'a beaucoup questionné, parce que justement, je voulais pas qu'il y ait que le sens de mon jeu m'échappe, juste parce que je voulais faire un jeu violent et parce que c'est rigolo de frapper des gens dans des jeux vidéo. Et du coup, je pense que j'ai pris une approche plus subversive, c'est-à-dire qui va questionner le joueur sur ce qu'il fait, sur ses propres actions. Le personnage du nageur, pour moi, c'est mon personnage préféré, parce que en fait, quand tu le caresses, il adore. Quand tu le frappes, il adore. Quand tu le tues, il adore. En fait, il aime tout ce que tu fais, et c'est hyper bizarre, en fait, je pense. C'était en tout cas le but recherché. Quand tu arrives, tu es un joueur, tu n'as pas l'habitude que... Je sais pas, c'est comme si les passants dans GTA te remerciaient de les avoir renversés. C'est étrange, en fait. Et du coup, ce que j'ai essayé de faire, c'est que quand tu fais ça en tant que joueur, c'est... mais attends, qu'est-ce que je viens de faire, quelque part, pour provoquer ça. Et les autres personnages, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que là, il va falloir essayer de comprendre. En fait, le jeu te punit. Donc le personnage du nageur, c'est un peu le mode facile. N'importe quelle interaction, il va aimer. Et les autres personnages, c'est plus compliqué. Typiquement, au niveau des parties intimes, c'est pas encore fait, mais ils vont avoir une réaction. Ils vont dire, mais pourquoi tu fais ça? Soit ils comprennent pas, soit ils sont carrément juste... Il y a le personnage féminin du jeu qui juste s'en va. C'est pas possible. Et c'est punitif, parce que si elle s'en va, tu peux pas avancer dans sa quête. Il y en a un autre qui veut bien qu'on le touche, mais seulement à certains endroits, et il le verbalise. Et du coup, c'est aussi aux joueurs dans ce jeu d'écouter. C'est un jeu où les PNJ, il faut vraiment les entendre leur... C'est pour ça aussi que... dans tout ça dans le but de créer un lien émotionnel avec ces personnages. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions avant le jeu? Oui. Bien le bonjour, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante et merci pour le travail accompli, c'est impressionnant. Et merci pour toutes les questions que vous soulevez. Comment est-ce que tu as prévu de délivrer ce jeu vidéo à la communauté? Je sais pas si ça... Ouais, déjà merci. Donc là pour l'instant on est en train de créer la page Steam, donc tu pourras bientôt le wishlist sur Steam si tu veux. Et on aimerait bien faire des portages c'est quasi sûr sur PlayStation, donc PS4, PS5. Et mon agence aimerait bien le faire sur Switch. Je pense que ça va être un peu compliqué en termes d'optimisation. Mais voilà, on essaie de le rendre le plus accessible possible, aussi sur Mac. J'aimerais bien faire même problématique que pour la Switch. Ok, très clair. Et ce sera du coup sur modèle payant Je pense qu'il sera autour de... C'est pas encore décidé, mais autour de 10 €. Voilà. Ok, ouais. Très clair. Et la date de sortie, ce serait a priori en septembre 2023. Ok, voilà. Merci beaucoup. C'était en preview, Octobre Numérique Fermont 2022. Et pendant tout le mois d'octobre d'ailleurs, on peut jouer à Player Non Player et être le player qui non play. Merci beaucoup à vous deux. On va rester ensemble puisqu'on va tous aller ensemble à l'église Sainte-Anne, où on pourra converser et surtout jouer à All Unsaved et découvrir cette fin si énigmatique, résoudre cette tension que tu as créée, Mélanie, et jouer à Player Non Player. Merci beaucoup tous les deux. Merci à vous. Merci.